À Bruxelles comme à Paris, le vent tourne. Une vague souverainiste portée par les alliés européens de Marine Le Pen fait vaciller les certitudes installées. Dans les étages feutrés de l'Union, l'inquiétude se lit sur les visages. Cette coalition déterminée refuse de rentrer dans le rang. Les ripostes s'enchaînent, sanctions brandies, mises à l'écart calculées, avertissements répétés, comme pour contenir l'incendie. Pourtant, ceux qui se revendiquent défenseurs des nations, à l'image de Viktor Orban ou de Giorgia Meloni, avancent sans fléchir, convaincus d'incarner une autre trajectoire pour l'Europe. Loin de reculer, ils ont choisi l'offensive. En resserrant les rangs avec une volonté inflexible, ils ont scellé un pacte inédit qui a fait vaciller les piliers mêmes de Paris et de Bruxelles. Le 7 novembre 2025, à peine quelques jours plus tôt, Viktor Orban et Giorgia Meloni ont provoqué une onde de choc à l'échelle du continent. 65 milliards d'euros destinés à Kiev se sont retrouvés suspendus, prisonniers d'un blocage politique soigneusement orchestré. Pour Kiev, ce n'était pas un simple contretemps budgétaire, mais un signal brutal. L'apparente cohésion européenne montre des fissures. À Bruxelles, la stupeur a rapidement laissé place à l'inquiétude. Car derrière ce coup d'éclat se cache une réalité que beaucoup préféraient ignorer. L'unanimité affichée autour du conflit ukrainien commence à se désagréger. Et surtout, ceux qui ont porté ce coup ne sont ni des outsiders ni des voix marginales. Ce sont deux chefs d'État qui ont exprimé sans détour ce que nombre d'Européens murmurent à table ou au coin d'un café. Trop, c'est trop. Les analystes parlent désormais d'un tremblement politique susceptible de redessiner les contours mêmes de l'Union européenne. Quant au geste d'Orban, son poids est colossal. 65 milliards d'euros, une somme loin d'être décorative. Pour l'Ukraine, cet argent représentait bien plus qu'un engagement financier. C'était le soutien vital censé maintenir l'économie à flot et prolonger l'effort militaire. Le coup de frein brutal d'Orban a eu l'effet d'une alarme incendie dans les institutions européennes. À Bruxelles, on n'avait pas ressenti une telle fébrilité depuis longtemps. Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission, a dégainé aussitôt une condamnation ferme, qualifiant l'initiative d'inacceptable. Mais l'onde de choc avait déjà traversé les murs de verre, impossible de revenir en arrière. À huis clos, l'atmosphère devenait électrique. Les diplomates échangeaient à voix basse des scénarios inquiétants. Et si d'autres capitales décidaient d'emboîter le pas à Budapest? Et si cette image soigneusement entretenue d'une Europe unie n'était qu'un décor fragile, susceptible de s'écrouler au premier véritable test? L'angoisse n'avait rien d'exagéré. Depuis des années, Orban traînait sa réputation de perturbateur attitré dans les couloirs européens. Un dirigeant prompt à brandir son droit de veto. Mais cette fois, l'enjeu changeait d'échelle. S'opposer à des quotas migratoires ou retarder des compromis énergétiques relevait du jeu politique classique. Bloquer des milliards destinés à un pays en guerre, c'était franchir un seuil. Pour Kiev, la question n'était plus seulement financière. Au-delà du manque de ressources, un doute s'installait. Les alliés les plus puissants étaient-ils en train de faiblir? En transformant le conflit en levier de négociation, Orban envoyait un message limpide. L'autorité européenne, souvent décrite comme solide et indiscutable, repose en réalité sur un équilibre bien plus précaire qu'on ne veut l'admettre. Ce veto dépassait largement les frontières de Budapest. L'impact a résonné comme une détonation d'un bout à l'autre de l'Europe. Mais ce qui fascine encore davantage, c'est la mise en scène soigneusement orchestrée par Orban. Loin de chercher à rassurer, il a choisi d'endosser le rôle du dissident continental, cultivant l'image de celui qui refuse de se fondre dans le décor bruxellois. D'abord, une conversation d'1 heure avec Vladimir Poutine, suffisamment longue pour monopoliser les manchettes et semer le trouble parmi ses homologues européens. Ensuite, presque dans un geste théâtral, cap sur la Floride pour rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago, figure américaine connue pour son regard critique sur l'OTAN et les interventions extérieures à répétition. Hasard du calendrier? Difficile à croire. Rien dans cette séquence ne relève de l'improvisation. Chaque geste semble pensé pour signaler que Budapest ne se plie plus au code dicté par Bruxelles. Dans le récit qu'il construit, la Hongrie n'apparaît pas comme un acteur secondaire soumis aux grandes capitales, mais comme un État affirmant pleinement sa souveraineté face à une machine institutionnelle qui représente des centaines de millions de citoyens. Le message est limpide.
L'alignement automatique sur les décisions européennes appartient au passé, et les conflits interminables ne constituent pas un objectif national. En affichant sa proximité symbolique avec des personnalités comme Poutine ou Trump, Orbán façonne l'image d'un pays passerelle, naviguant entre blocs rivaux, entre Orient et Occident, entre élites établies et vagues populistes. Pour ses détracteurs, il joue avec le feu. Un dirigeant téméraire, accusé de tourner le dos aux principes fondateurs de l'Europe. Pour ses partisans, au contraire, il incarne le réalisme. Certains vont jusqu'à parler de courage, rappelant sans relâche qu'aucune famille hongroise ne devrait voir son enfant tomber sur un champ de bataille qui n'est pas le sien. Quoi qu'en disent les uns et les autres, Orbán a changé de dimension. De figure dominante sur la scène nationale, il est devenu un acteur qui bouscule l'équilibre continental. L'Europe ne peut plus le traiter comme un simple empêcheur de tourner en rond. Il s'impose désormais comme celui qui pourrait rebattre les cartes du jeu politique. Et en Hongrie, cette posture ne surgit pas de nulle part. Elle s'appuie sur un climat bien réel. Les enquêtes d'opinion dessinent une évolution marquante. L'enthousiasme envers l'Union européenne s'est érodé au point d'atteindre son niveau le plus bas depuis l'adhésion du pays. Le soutien existe encore, mais il est devenu minoritaire. Pour Orbán, ces chiffres ne sont pas anodins. Ils constituent un levier stratégique. Il présente son bras de fer avec Bruxelles comme une preuve de fidélité envers la nation, une manière de protéger l'indépendance hongroise face à ce qu'il décrit comme une structure supranationale intrusive. Et le moment choisi pour agir n'a rien d'innocent. Il frappe avec une précision calculée. Alors que les salaires perdaient du terrain face à la hausse des prix, que les factures d'énergie explosaient et que les ménages encaissaient de plein fouet les secousses d'un conflit qui s'étendait à travers l'Europe, Orbán a façonné un message taillé pour l'époque. La Hongrie ne servira pas d'offrande aux stratégies géopolitiques d'autrui. La formule frappait juste, parce qu'elle parlait au portefeuille autant qu'à la fierté nationale. C'est dans ce climat qu'il a converti son veto en symbole. Loin de marginaliser son pays, il l'a présenté comme le miroir d'un doute grandissant sur tout le continent. À chaque manchette évoquant son blocage, une idée s'ancrait. Budapest résistait pendant que d'autres capitales s'alignaient. La scène avait des allures de dramaturgie politique, mais ses effets étaient bien concrets. Orbán démontrait qu'il savait canaliser la frustration intérieure pour en faire une onde de choc européenne. Ainsi, ce refus ne portait pas uniquement sur des fonds destinés à Kiev. Il redessinait le rôle de la Hongrie dans l'équation européenne. D'acteur discret en périphérie, elle se repositionnait comme épicentre d'une contestation ouverte face à Bruxelles. Mais cette fronde ne se limitait pas à Budapest. À Rome, Giorgia Meloni entrait en scène, apportant à ce front naissant une énergie nouvelle. Son style direct, son verbe tranchant et son absence totale de complexe donnaient à cette convergence une portée bien plus vaste qu'un simple geste isolé. Visualisez la scène. Face aux caméras, Meloni ne s'est pas contentée de répondre à Emmanuel Macron. Elle a dynamité son projet d'armée européenne en quelques phrases cinglantes. La Russie dispose de 3 millions de soldats, a-t-elle lancé, avant d'asséner la question qui a figé l'instant. Combien l'Europe serait-elle prête à en mobiliser? Un silence lourd s'est installé, celui qui survit aux déclarations et résonne encore après coup. Ce n'était pas une simple formule bien trouvée, mais une attaque frontale contre les ambitions stratégiques cultivées à Bruxelles. La séquence a embrasé les réseaux sociaux. Des millions de vues en un temps record. TikTok et X saturés de partages. Sous la vidéo, un refrain revenait sans cesse. Enfin, une voix qui ose dire tout haut ce que tant d'autres pensent tout bas. En l'espace de quelques heures, l'étiquette d'outsider accolée à Meloni s'est muée en symbole de défi. Elle apparaissait désormais comme celle qui met des mots sur une inquiétude diffuse à travers le continent. Son message limpide et provocateur martelait une idée. L'Europe ne possède ni les troupes, ni les ressources, ni même la légitimité pour s'engager dans une confrontation directe avec Moscou. Faire semblant du contraire ne relèverait pas du courage, mais d'une dangereuse illusion. En quelques minutes, elle n'était plus simplement une chef de gouvernement. Elle devenait l'incarnation même de la contestation. Celle qui avait osé affronter Emmanuel Macron frontalement et fissurer les certitudes soigneusement entretenues par l'Union. Pour beaucoup d'Italiens étranglés par la flambée des prix et une économie à bout de souffle, ces paroles ne relevaient ni de l'extrémisme ni de la provocation. Elles traduisaient une réalité quotidienne.
Cette impression de sincérité l'a propulsée au-delà du statut de dirigeante. Elle s'est imposée comme un symbole dans la lutte pour redéfinir l'avenir européen. Puis est venu le rapprochement avec Orbán. À partir de cet instant, ce qui ressemblait à une prise de position isolée a pris l'allure d'un défi structuré face à Bruxelles. Rome et Budapest, capitales aux trajectoires historiques et aux cultures politiques distinctes, se retrouvaient soudain alignées. Plus qu'une affinité idéologique, c'était une convergence stratégique autour d'un objectif commun. Depuis des décennies, l'équilibre européen reposait sur une certitude implicite. Les poids lourds du bloc, Paris, Berlin et Rome, avanceraient main dans la main pour orienter le projet commun. Le virage italien a fissuré cette logique. À la tête de l'un des principaux contributeurs nets de l'Union, Meloni a fait savoir sans détour que son pays ne financerait pas ce qu'elle décrivait comme les ambitions géopolitiques de certaines capitales. Elle martelait que les contribuables italiens étaient déjà à bout. Inflation persistante, facture énergétique écrasante, croissance en panne. Pendant ce temps, Orbán apportait la dimension doctrinale. La Hongrie, affirmait-il, ne sacrifierait pas ses enfants dans un conflit qui n'est pas le sien. Ensemble, ils formaient une combinaison politique redoutable, une dynamique que Bruxelles peinait à neutraliser. Bruxelles pensait reprendre la main avec une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros destinée à Kiev, comme pour afficher une solidarité sans fissure. Mais le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Orbán et Meloni ont opposé un refus net, ébranlant cette unité que les dirigeants européens aiment exhiber comme un trophée. Pour la première fois, deux pays considérés comme centraux dans l'architecture de l'Union ont contesté frontalement la ligne bruxelloise d'une seule voix. Ce qui paraissait inimaginable quelques mois plus tôt devenait soudain réalité. Rome marchait aux côtés de Budapest, en désaccord ouvert avec Berlin et Paris. Et ce n'était que le début des répercussions. La force de Meloni tenait aussi à la manière dont elle exprimait sa position. Pas de jargon technocratique ni de formules aseptisées. Elle traduisait les débats complexes en mots simples, compréhensibles pour ceux qui paient leurs factures et suivent les informations le soir. Exit les grandes théories sur l'autonomie. À Bruxelles comme à Paris, le vent tourne. Une vague souverainiste portée par les alliés européens de Marine Le Pen fait vaciller les certitudes installées. Dans les étages feutrés de l'Union, l'inquiétude se lit sur les visages. Cette coalition déterminée refuse de rentrer dans le rang. Les ripostes s'enchaînent, sanctions brandies, mises à l'écart calculées, avertissements répétés, comme pour contenir l'incendie. Pourtant, ceux qui se revendiquent défenseurs des nations, à l'image de Viktor Orbán ou de Giorgia Meloni, avancent sans fléchir, convaincus d'incarner une autre trajectoire pour l'Europe. Loin de reculer, ils ont choisi l'offensive. En resserrant les rangs avec une volonté inflexible, ils ont scellé un pacte inédit qui a fait vaciller les piliers mêmes de Paris et de Bruxelles. Le 7 novembre 2025, à peine quelques jours plus tôt, Viktor Orbán et Giorgia Meloni ont provoqué une onde de choc à l'échelle du continent. 65 milliards d'euros destinés à Kiev se sont retrouvés suspendus, prisonniers d'un blocage politique soigneusement orchestré. Pour Kiev, ce n'était pas un simple contretemps budgétaire. À Bruxelles comme à Paris, le vent tourne. Une vague souverainiste portée par les alliés européens de Marine Le Pen fait vaciller les certitudes installées. Dans les étages feutrés de l'Union, l'inquiétude se lit sur les visages. Cette coalition déterminée refuse de rentrer dans le rang. Les ripostes s'enchaînent, sanctions brandies, mises à l'écart calculées, avertissements répétés, comme pour contenir l'incendie. Pourtant, ceux qui se revendiquent défenseurs des nations, à l'image de Viktor Orbán ou de Giorgia Meloni, avancent sans fléchir, convaincus d'incarner une autre trajectoire pour l'Europe. Loin de reculer, ils ont choisi l'offensive. En resserrant les rangs avec une volonté inflexible, ils ont scellé un pacte inédit qui a fait vaciller les piliers mêmes de Paris et de Bruxelles. Le 7 novembre 2025, à peine quelques jours plus tôt, Viktor Orbán et Giorgia Meloni ont provoqué une onde de choc à l'échelle du continent. 65 milliards d'euros destinés à Kiev se sont retrouvés suspendus, prisonniers d'un blocage politique soigneusement orchestré. Pour Kiev, ce n'était pas un simple contretemps budgétaire, mais un signal brutal. L'apparente cohésion européenne